Le coup de feu retentit avant qu'un seul mot ne puisse la sauver, et dans cet instant figé, l'officier Derek Blaine leva son arme et tira à bout portant sur la poitrine de la docteure Elena Ramirez, brisant le silence avec une violence qui marquerait à jamais la mémoire de sa fille de 10 ans, Mia. L'impact projeta Elena en arrière comme si l'air lui-même l'avait frappée, déchirant l'écusson sur son uniforme et avec lui la promesse de sécurité qu'elle avait ramenée de tous les champs de bataille qu'elle avait traversés vivante, tandis que sa main glissait lentement de celle de sa fille, alors que la vie qu'elle avait consacrée à protéger s'échappait sur le tissu taché. Blaine n'hurla pas, n'hésita pas, agissant avec la froide assurance de quelqu'un convaincu d'avoir le droit de décider qui méritait de porter un uniforme et qui n'y avait pas sa place. Même lorsque Mia s'effondra près de sa mère, pressant ses petites mains contre la blessure en suppliant de l'aide, l'arme resta levée. Elena tenta de rester debout, mais son corps céda plus vite que sa volonté, s'agenouillant avec la dignité farouche de celle qui avait passé sa vie à refuser de plier face à l'injustice. Le médaillon militaire gravé S-72 glissa de son col et heurta le sol dans un bruit presque imperceptible, mais chargé d'un sens que Blaine ne pouvait comprendre, car lorsque le pouce de Mia frôla le dispositif dissimulé sous la plaque métallique, un signal silencieux mais implacable fut envoyé. Omega Sentinel venait de s'activer. Quelques minutes plus tôt, Elena quittait le centre médical des anciens combattants de Dallas, épuisée par une séance de thérapie, mais déterminée à tenir sa promesse d'emmener sa fille manger une glace, un rituel simple pour alléger le poids des souvenirs d'Afghanistan. Elle ne représentait aucune menace, n'était pas en service, seulement une mère cherchant un instant de paix, mais Blaine ne vit ni la chirurgienne ayant sauvé des soldats sous le feu, ni la femme restée dans un abri en ruine pour extraire des marines blessées. Il vit quelqu'un qu'il jugea déplacé, qu'il confronta, puis accusa plus tard d'avoir mal bougé. Lorsqu'Elena se plaça instinctivement devant sa fille, geste acquis au fil des années de médecine de guerre, et se présenta calmement en tant que colonel retraité du corps médical de l'armée, ses papiers furent rejetés sans un regard, accompagnés d'une remarque méprisante sur son uniforme prétendument volé, ignorant tout ce qu'il représentait. Refusant de s'agenouiller uniquement pour protéger son enfant, son calme fut interprété comme une résistance, et la situation dégénéra avec l'arrogance d'un homme convaincu de son impunité. Après le tir, alors que Mia suppliait sa mère de rester consciente, pressant la blessure comme elle l'avait vu faire tant de fois, Elena expira dans un dernier effort pour rassurer son enfant, tandis que Blaine reculait, cherchant déjà une version des faits défendable. Mais la réalité s'emballait. Les caméras du parking s'éteignirent simultanément, les signaux furent brouillés, et à des centaines de kilomètres, dans une installation souterraine de Fort Cavazo, le colonel Marco Ramirez vit apparaître sur son écran le code de sa sœur sous une alerte rouge impossible à ignorer. Omega Sentinel n'était pas un système de secours, mais de réponse, déclenché uniquement lorsqu'un agent classifié était éliminé illégalement, et son activation signifiait que tous les protocoles civils venaient d'être dépassés. En quelques secondes, des hélicoptères sans identification prirent la direction de Dallas, tandis que sur place, un ambulancier reconnaissait Elena comme la femme qui lui avait sauvé la vie autrefois, filmant discrètement la scène avant que des hommes en costume noir n'entrent en jeu, réduisant Blaine au silence d'un simple regard et emportant Mia avec une douceur contrastant avec la gravité du moment. Le tireur fut neutralisé sans violence, ses accès supprimés, son existence administrative effacée, tandis que le corps d'Elena était enveloppé dans un drapeau réservé aux extractions Oméga, symbole de sacrifice que le public n'était jamais censé voir. Lorsque les hélicoptères s'élevèrent, emportant l'enfant et le corps de sa mère, Blaine comprit trop tard qu'il n'avait pas simplement tiré sur une femme, mais déclenché un mécanisme conçu pour une seule chose, faire éclater la vérité, et rendre inévitables les conséquences pour tous ceux qui tenteraient de l'enterrer. L'agent le plus proche posa sur lui un regard froid et définitif qui le figea instantanément, faisant s'effondrer en une seconde toute l'autorité et la confiance qu'il croyait posséder. Sa main tenta encore d'atteindre la radio, mais l'appareil resta muet, inutile, tandis que des hommes chargeaient le corps d'Elena dans un second hélicoptère avec une précision si maîtrisée que tous les policiers présents comprirent qu'ils n'avaient plus le contrôle de la scène. Ils n'étaient plus que des témoins silencieux d'un transfert marqué par une autorité militaire largement supérieure à leur rang. Lorsque les hélicoptères décollèrent, le souffle des pales écrasa une dernière fois les rubans de sécurité, forçant les agents à se protéger le visage. Jake observait la scène en silence, conscient que la vidéo enregistrée sur son téléphone constituait le seul témoignage non classifié de ce qui s'était produit, tandis que Marco, appuyé contre la console,
tentait de contenir le choc mêlé de douleur et de devoir qui l'écrasait depuis la mort de sa sœur. Cette perte avait déclenché un mécanisme conçu pour révéler la vérité, éliminer les entraves et préserver ce qu'il restait de son héritage. Oméga Sentinelle n'était plus une simple procédure, mais une force implacable se propageant à travers le Texas avec un objectif unique, et rien ne pouvait l'arrêter. À 19h14, Jake publia la vidéo de 30 secondes, la main ferme malgré le vertige qui lui nouait l'estomac, sachant que sa vie venait de basculer. En quelques heures, les vues se comptèrent en millions, et au lever du jour, plus de 28 millions de personnes avaient vu un officier abattre une chirurgienne militaire décorée devant sa propre fille. La séquence se propagea partout, portée par des vétérans reconnaissant les insignes d'Helena et par des civils envahis d'une colère collective. Jake n'ajouta aucun commentaire, les images parlaient d'elles-mêmes. Pendant que les journalistes exhumaient le passé d'Helena et que des documents classifiés révélaient son parcours héroïque, des dizaines de vies sauvées, des interventions sous le feu, des distinctions rarement évoquées, l'indignation se transforma en fureur nationale. Sur une base sécurisée, Mia serrait. Le coup de feu retentit avant qu'un seul mot ne puisse la sauver, et dans cet instant figé, l'officier Derek Blaine leva son arme et tira à bout portant sur la poitrine de la docteure Elena Ramirez, brisant le silence avec une violence qui marquerait à jamais la mémoire de sa fille de 10 ans, Mia. L'impact projeta Elena en arrière comme si l'air lui-même l'avait frappée, déchirant l'écusson sur son uniforme et avec lui la promesse de sécurité qu'elle avait ramenée de tous les champs de bataille qu'elle avait traversés vivante, tandis que sa main glissait lentement de celle de sa fille, alors que la vie qu'elle avait consacrée à protéger s'échappait sur le tissu taché. Blaine n'hurla pas, n'hésita pas, agissant avec la froide assurance de quelqu'un convaincu d'avoir le droit de décider qui méritait de porter un uniforme et qui n'y avait pas sa place. Même lorsque Mia s'effondra près de sa mère, pressant ses petites mains contre la blessure en suppliant de l'aide, l'arme resta levée. Helena tenta de rester debout, mais son corps céda plus vite que sa volonté, s'agenouillant avec la dignité farouche de celle qui avait passé sa vie à refuser de plier face à l'injustice. Le médaillon militaire gravé S-72 glissa de son col et heurta le sol dans un bruit presque imperceptible, mais chargé d'un sens que Blaine ne pouvait comprendre, car lorsque le pouce de Mia frôla le dispositif dissimulé sous la plaque métallique, un signal silencieux mais implacable fut envoyé. Oméga Sentinelle venait de s'activer. Quelques minutes plus tôt, Helena quittait le centre médical des anciens combattants de Dallas, épuisée par une séance de thérapie, mais déterminée à tenir sa promesse d'emmener sa fille manger une glace, un rituel simple pour alléger le poids des souvenirs d'Afghanistan. Elle ne représentait aucune menace, n'était pas en service, seulement une mère cherchant un instant de paix, mais Blaine ne vit ni la chirurgienne ayant sauvé des soldats sous le feu, ni la femme restée dans un abri en ruine pour extraire des marines blessées. Il vit quelqu'un qu'il jugea déplacé, qu'il confronta, puis accusa plus tard d'avoir mal bougé. Lorsqu'Helena se plaça instinctivement devant sa fille, geste acquis au fil des années de médecine de guerre, et se présenta calmement en tant que colonel retraité du corps médical de l'armée, ses papiers furent rejetés sans un regard, accompagnés d'une remarque méprisante sur son uniforme prétendument volé, ignorant tout ce qu'il représentait. Refusant de s'agenouiller uniquement pour protéger son enfant, son calme fut interprété comme une résistance, et la situation dégénéra avec l'arrogance d'un homme convaincu de son impunité. Après le tir, alors que Mia suppliait sa mère de rester consciente, pressant la blessure comme elle l'avait vu faire tant de fois, Helena expira dans un dernier effort pour rassurer son enfant, tandis que Blaine reculait, cherchant déjà une version des faits défendable. Mais la réalité s'emballait. Les caméras du parking s'éteignirent simultanément, les signaux furent brouillés, et à des centaines de kilomètres, dans une installation souterraine de Fort Cavazo, le colonel Marco Ramirez vit apparaître sur son écran le code de sa sœur sous une alerte rouge impossible à ignorer. Oméga Sentinelle n'était pas un système de secours, mais de réponse, déclenché uniquement lorsqu'un agent classifié était éliminé illégalement, et son activation signifiait que tous les protocoles civils venaient d'être dépassés. En quelques secondes, des hélicoptères sans identification prirent la direction de Dallas, tandis que sur place, un ambulancier reconnaissait Helena comme la femme qui lui avait sauvé la vie autrefois, filmant discrètement la scène avant que des hommes en costume noir n'entrent en jeu, réduisant Blaine au silence d'un simple regard et emportant Mia avec une douceur contrastant avec la gravité du moment. Le tireur fut neutralisé sans violence, ses accès supprimés, son existence administrative effacée,
tandis que le corps d'Elena était enveloppé dans un drapeau réservé aux extractions oméga, symbole de sacrifice que le public n'était jamais censé voir. Lorsque les hélicoptères s'élevèrent, emportant l'enfant et le corps de sa mère, Blaine comprit trop tard qu'il n'avait pas simplement tiré sur une femme, mais déclenché un mécanisme conçu pour une seule chose, faire éclater la vérité, et rendre inévitables les conséquences pour tous ceux qui tenteraient de l'enterrer. L'agent le plus proche posa sur lui un regard froid et définitif qui le figea instantanément, faisant s'effondrer en une seconde toute l'autorité et la confiance qu'il croyait posséder. Sa main tenta encore d'atteindre la radio, mais l'appareil resta muet, inutile, tandis que des hommes chargeaient le corps d'Elena dans un second hélicoptère avec une précision si maîtrisée que tous les policiers présents comprirent qu'ils n'avaient plus le contrôle de la scène. Ils n'étaient plus que des témoins silencieux d'un transfert marqué par une autorité militaire largement supérieure à leur rang. Lorsque les hélicoptères décollèrent, le souffle des pales écrasa une dernière fois les rubans de sécurité, forçant les agents à se protéger le visage. Jake observait la scène en silence, conscient que la vidéo enregistrée sur son téléphone constituait le seul témoignage non classifié de ce qui s'était produit, tandis que Marco, appuyé contre la console, tentait de contenir le choc mêlé de douleur et de devoir qui l'écrasait depuis la mort de sa sœur. Cette perte avait déclenché un mécanisme conçu pour révéler la vérité, éliminer les entraves et préserver ce qu'il restait de son héritage. Oméga Sentinel n'était plus une simple procédure, mais une force implacable se propageant à travers le Texas avec un objectif unique, et rien ne pouvait l'arrêter. À 19h14, Jake publia la vidéo de 30 secondes, la main ferme malgré le vertige qui lui nouait l'estomac, sachant que sa vie venait de basculer. En quelques heures, les vues se comptèrent en millions, et au lever du jour, plus de 28 millions de personnes avaient vu un officier abattre une chirurgienne militaire décorée devant sa propre fille. La séquence se propagea partout, portée par des vétérans reconnaissant les insignes d'Elena et par des civils envahis d'une colère collective. Jake n'ajouta aucun commentaire, les images parlaient d'elles-mêmes. Pendant que les journalistes exhumaient le passé d'Elena et que des documents classifiés révélaient son parcours héroïque, des dizaines de vies sauvées, des interventions sous le feu, des distinctions rarement évoquées, l'indignation se transforma en fureur nationale. Sur une base sécurisée, Mia serrait contre elle un ours en peluche contenant le journal que sa mère lui avait laissé, comprenant trop tôt que son silence n'était pas une soumission, mais une préparation. Au même moment, une lieutenante de police, ancienne amie d'Elena, mit au jour des années de plaintes étouffées et transmit les preuves aux médias, déclenchant manifestations, révélations et effondrements institutionnels. Les rues de Dallas se remplirent, les autorités perdirent le contrôle du récit, et les versions longues des images révélèrent l'absence totale de menaces au moment du tir. Devant l'ampleur du scandale, les responsables politiques paniquèrent, tandis que les fondations mêmes du département vacillaient. Quelques jours plus tard, Mia entra calmement dans la salle d'audience du Sénat, portant les symboles ensanglantés de sa mère, et prononça des mots simples mais dévastateurs. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Face aux preuves accumulées, années de dissimulation, plaintes ignorées, violences répétées, l'officier fut placé en détention fédérale, un moment historique capté par les caméras et visionné par des dizaines de millions de personnes, marquant enfin le début d'une reddition de comptes que beaucoup pensaient impossible. Blaine allait enfin faire face aux conséquences, tandis que le chef Arlon Voss restait seul dans son bureau, figé devant une lettre reçue ce matin-là. Elle venait de son jeune frère, le caporal Benjamin Voss, qui avait servi avec Elena à Fallujah. Dans ses mots calmes mais lourds, Benjamin racontait le jour où Elena lui avait sauvé la vie en refusant d'être évacuée après une attaque au mortier, le portant sous le feu, refermant ses blessures et l'obligeant à tenir bon pour rencontrer sa fille nouveau-née. Il affirmait lui devoir tout son avenir, avant de laisser place à la honte en découvrant ce que son propre frère avait permis, des plaintes étouffées, des preuves dissimulées et un système corrompu ayant conduit à la mort d'Elena. La lettre se concluait par une phrase dévastatrice. Tu as laissé mourir la femme qui m'a sauvé, sous la protection que tu devais défendre. Quelques heures plus tard, Voss mettait fin à ses jours, laissant une confession détaillant des décennies de dissimulation et de rapports falsifiés, ouvrant enfin la voie à la vérité. Pendant ce temps, la mère Lydia Grant suivait l'audience avec une peur qu'elle cachait depuis des années, bâtie sur des promesses d'ordre, sa carrière reposait en réalité sur des accords secrets et des dossiers enterrés. La mort d'Elena devint l'étincelle qui fit s'effondrer tout le système lorsqu'au Sénat, Delgado déclara que ce drame n'était pas isolé mais le produit d'un mécanisme délibéré.
À l'extérieur du commissariat de Dallas, la population scandait le nom d'Elena, les vétérans saluaient son insigne, et une nation entière assistait à un réveil moral. Mia, tenant le journal de sa mère, comprit que ces derniers mots n'étaient pas une prédiction mais une promesse. La chute de Lydia Grant suivit rapidement, preuves financières, courriels compromettants et dossiers étouffés éclatèrent au grand jour, provoquant sa démission et sa disparition de la scène publique. Blaine, quant à lui, fut condamné à la prison fédérale à perpétuité, dans un silence respectueux chargé de justice tardive. Même après sa condamnation, un dessin de Mia portant les mots « Tu l'as brisé » pesa plus lourd que la sentence elle-même. Voss fut enterré sans honneur, son héritage réduit à une enquête et à la honte. À travers le pays, des veillées, des témoignages et des réformes virent le jour, tandis que le général Arlong Thorpe renonçait publiquement à ses étoiles en dénonçant l'abandon des vétérans sur leur propre sol. Sa démission provoqua un séisme politique menant à une directive historique protégeant désormais les militaires face aux violences illégales. La mort d'Elena devint ainsi un tournant national, inspirant lois, formations et réformes, jusqu'à la création d'une bourse à son nom, perpétuant l'héritage d'une femme dont le courage avait révélé le coup du silence et réveillé la conscience d'un pays entier. L'histoire donna naissance à l'un des programmes de soutien les plus rapidement financés de l'histoire du Texas. Des anciens combattants, des familles et des citoyens venus de tout le pays contribuèrent généreusement, laissant des messages expliquant à quel point le parcours d'Elena avait changé leur vision du service, du courage et du sacrifice. Certains évoquaient leur propre peur en tant que parents d'enfants engagés sous l'uniforme, d'autres parlaient de la bravoure silencieuse de soldats qu'ils avaient connus. Marco lut chaque message, le cœur lourd mais réconforté par la certitude que la vie d'Elena continuait de toucher bien au-delà de son dernier instant. Le jour de l'annonce officielle de la bourse, Mia se tenait à ses côtés, serrant contre elle le drapeau plié de sa mère, le menton relevé avec la force tranquille qu'Elena lui avait transmise. Lorsqu'un journaliste lui demanda ce que cela lui faisait que la bourse porte le nom de sa mère, Mia répondit doucement que cela signifiait que d'autres enfants pourraient grandir, simplement parce que sa mère croyait en eux. Un silence respectueux envahit la pièce, comme si même les caméras avaient ralenti leur mouvement. À travers le pays, les services de police ressentirent l'impact des réformes mises en place. Certains résistèrent, craignant une perte d'autorité, mais la majorité comprit rapidement que le changement était inévitable. Des villes autrefois indifférentes aux abus durent désormais répondre à des exigences de transparence, et plusieurs chefs de police opposés aux réformes furent poussés à la démission. Au Congrès, des mesures de contrôle furent proposées, conditionnant les financements fédéraux à l'adoption de protocoles de protection des vétérans. Pendant que les débats politiques se poursuivaient, l'opinion publique restait unie autour d'une vérité claire. La mort du docteur Elena Ramirez avait mis en lumière une fracture dangereuse entre le service militaire et le maintien de l'ordre civil, une fracture que la nation ne pouvait plus ignorer. Le général Thorpe, désormais retiré de l'armée et vivant discrètement près de Fort Cavazo, recevait chaque jour des lettres de soldats le remerciant pour son discours de démission. Beaucoup écrivaient que ces mots avaient ravivé une foi qu'ils pensaient perdue, d'autres disaient s'être enfin sentis reconnus par un système qui les avait longtemps négligés. Thorpe lisait chaque lettre avec un profond sens du devoir et ne regretta jamais son choix. Pour lui, les étoiles n'étaient plus que des symboles d'une autorité qu'il ne souhaitait plus porter, tandis qu'une soldate qu'il admirait reposait sous terre, victime des préjugés de son propre pays. Sur son bureau, il conservait une seule chose, une photographie d'Elena dans un hôpital de campagne, les mains couvertes de poussière, le regard calme et déterminé. Sous le cadre, il posa l'une de ses étoiles, non comme un signe de rang, mais comme un hommage à la femme qui avait gagné sa loyauté bien avant qu'il ne les porte. Les réformes, les directives, les auditions et l'indignation collective partageaient toute une vérité inébranlable. La nation avait été forcée de reconnaître son échec, et en l'acceptant, elle avait commencé à changer. Le nom d'Elena résonnait désormais dans les casernes, les assemblées législatives, les écoles et les foyers. Son sacrifice était devenu un repère, rappelant que la justice n'arrive jamais seule, elle doit être exigée, façonnée et portée vers l'avenir. Un an après le coup de feu qui bouleversa le pays, le terrain de l'Académie militaire de l'Ouest du Texas était rempli de 3000 cadets en formation, vêtus d'uniformes impeccables. Au centre se tenait Mia Ramirez, âgée de 11 ans, tenant le drapeau plié qui avait reposé sur le cercueil de sa mère.
Invitée à s'adresser à l'Assemblée, elle déposa d'abord le drapeau sur le pupitre, leva les yeux vers les cadets et demanda une minute de silence pour une personne ayant servi le pays de toutes ses forces. Le silence fut total, lourd et solennel. Mia ferma les yeux, touchant discrètement la plaque militaire cachée sous son col, non plus pour survivre, mais pour se souvenir. Lorsque la minute s'acheva, elle déclara d'une voix claire, « Pour ceux qui nous protègent ». 3000 voix répondirent à l'unisson, faisant vibrer le terrain d'une émotion profonde. Elle poursuivit en parlant des changements, des vies sauvées, de la bourse au nom de sa mère, des enfants aidés, des lettres reçues et de l'espoir né de la vérité. Sans verser une larme, elle parla avec dignité et assurance. À la fin, le commandant la salua, suivi par tous les cadets. Plus tard, Mia signa une plaque commémorative destinée au hall d'honneur de l'Académie, portant l'inscription dédiée au colonel Elena Sofia Ramirez, protectrice au pays et à l'étranger. En quittant les lieux, Mia contempla le terrain vide, murmura quelques mots pour sa mère, puis s'éloigna avec Marco, avançant avec la force héritée d'Elena. Le pays avait changé, des lois avaient évolué, mais l'héritage le plus puissant avançait désormais à travers la voix et les pas d'une enfant qui avait appris à dire la vérité dans un monde qui refusait autrefois de l'entendre. L'histoire d'Elena Ramirez ne vivait plus comme une tragédie, mais comme un tournant gravé dans le cœur d'une nation décidée à honorer ceux qui la protègent. Avec le temps, le nom d'Elena Ramirez devint plus qu'un symbole, il s'inscrivit dans les consciences comme une référence morale. Dans les académies militaires, les instructeurs citaient son histoire pour rappeler que l'honneur ne se limite pas au champ de bataille, mais se manifeste aussi dans la façon dont une nation protège ceux qui la servent. Des recrues, parfois à peine sortis de l'adolescence, confiaient que c'était son parcours qui les avait poussés à s'engager, non par goût de la guerre, mais par désir de justice et de loyauté envers les valeurs qu'elle incarnait. Marco, quant à lui, continua de recevoir des lettres longtemps après la fin de l'agitation médiatique. Certaines venaient de vétérans isolés, d'autres de familles endeuillées, toutes animées par une même reconnaissance silencieuse. Il les conservait soigneusement, conscient que chaque mot était une preuve supplémentaire que le combat d'Elena n'avait pas été vain. Mia grandissait avec cette mémoire vivante, apprenant à avancer sans colère, mais avec une détermination calme. À l'école, ses camarades la regardaient différemment, non avec pitié, mais avec respect. Elle ne parlait pas souvent de sa mère, mais lorsqu'elle le faisait, c'était toujours avec des mots simples et sincères, comme si Elena continuait de lui souffler la bonne manière de raconter l'essentiel sans jamais chercher l'admiration. Les années passèrent et les réformes, autrefois contestées, devinrent la norme. Les protocoles de protection des militaires en situation civile furent enseignés dès les premières formations policières, et les erreurs du passé servirent désormais d'exemple à ne jamais reproduire. Dans les maisons, dans les salles de classe et lors des cérémonies officielles, le message restait le même, le respect ne devait plus dépendre de l'uniforme porté ce jour-là, mais du service rendu à la nation. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines, Mia s'arrêta devant la photographie devenue célèbre, celle où elle tenait le drapeau plié entre ses bras. Elle observa son propre regard figé dans le temps et comprit que cette image ne représentait pas seulement une perte, mais une promesse transmise d'une génération à l'autre. Elle sourit doucement, consciente que sa vie ne serait jamais ordinaire, mais qu'elle serait guidée par une vérité solide. Certaines histoires ne sont pas faites pour s'achever, mais pour éclairer le chemin des autres. Et tandis que le monde poursuivait sa course, l'héritage d'Elena continuait de se déployer, discret mais puissant, rappelant à chacun que le courage véritable ne s'impose jamais par la force, mais par l'exemple laissé derrière soi. Les saisons s'enchaînèrent, et avec elles, le tumulte autour de l'affaire s'apaisa peu à peu, laissant place à quelque chose de plus profond et durable. Le nom d'Elena Ramirez ne faisait plus seulement écho à un drame national, mais à une transformation silencieuse des mentalités. Dans plusieurs États, des cérémonies annuelles furent instaurées pour honorer les soldats tombés hors du champ de bataille, rappelant que le danger ne s'arrête pas au retour à la vie civile. Ces rassemblements n'étaient ni politiques ni spectaculaires, mais empreints d'un respect sincère, celui qui naît de la mémoire et de la reconnaissance. Mia y assistait parfois avec Marco, toujours discrète, observant les visages, écoutant les témoignages, comprenant peu à peu que l'histoire de sa mère avait relié des inconnus qui, sans elle, ne se seraient jamais rencontrés. En grandissant, elle découvrit aussi les zones d'ombre de cette reconnaissance nationale, les lenteurs administratives, les blessures invisibles, les familles oubliées. Plutôt que de s'en détourner,
elle choisit de s'y engager. À l'adolescence, Mia commença à écrire, non pour dénoncer, mais pour expliquer. Ces textes circulèrent dans des journaux locaux, puis furent partagés lors de conférences scolaires, touchant un public bien plus large qu'elle ne l'imaginait. Marco suivait ce chemin avec fierté, conscient que la force d'Elena s'exprimait désormais à travers la voix posée de leur fille. Un jour, lors d'un colloque sur l'éthique et le service public, Mia fut invitée à prendre la parole. Face à une salle attentive, elle rappela que les réformes ne devaient jamais être considérées comme acquises, mais entretenues par une vigilance collective. Elle parla avec calme, sans accusation, soulignant que la dignité humaine devait rester le socle de toute autorité. À la fin de son intervention, une longue ovation s'éleva, non par émotion excessive, mais par respect pour la maturité de son message. Ce jour-là, Marco comprit que Mia n'était plus seulement l'enfant d'une héroïne, mais une conscience à part entière. Le soir même, alors qu'ils rentraient chez eux, Mia observa le ciel s'assombrir et murmura que sa mère lui avait appris une chose essentielle: servir ne signifie pas obéir aveuglément, mais protéger avec discernement. Ces mots résonnèrent longtemps dans le silence de la voiture, comme un écho vivant de l'héritage laissé par Elena. Et tandis que la société continuait d'évoluer, parfois lentement, parfois dans la douleur, une certitude demeurait: certaines voix, même nées du chagrin, finissent par devenir des repères. L'histoire d'Elena Ramirez ne se refermait pas sur une page définitive, mais s'étirait dans le temps, portée par ceux qui avaient compris que le véritable hommage consiste à poursuivre ce qui a été commencé.